Eh bien bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons essayer de résumer le quatrième cours magistral de personnalité. Alors je dis entre guillemets parce que tout simplement, vous savez, on a commencé à parler de Freud et de ses théories. Et le problème c'est qu'il y a certains termes dans ces théories que je préfère mieux pas expliciter, tout simplement parce que je pense que certains termes vont être interdits par YouTube. Donc je vais faire gaffe et puis je vous expliquerai du coup quelle alternative je vous propose. Bon, du coup, là, on commence tout de suite par la première partie où on va parler d'autres méthodes pour connaître la part de génétique, donc autre que la méthode des jumeaux. Donc, on a la méthode familiale, la méthode des adoptions et l'identification de gènes. Tout d'abord, on a la méthode familiale qui consiste à observer différents traits normaux ou pathologiques sur une famille. On peut s'intéresser à plusieurs générations ou plusieurs branches d'écart. Donc, je rappelle en gros les parents du second degré, c'est globalement tes grands-parents ou euh, tes oncles et tes tantes. Donc là, en fait, faut passer par tes parents pour atteindre ces membres-là de ta famille, si on prend l'arbre généalogique. Et au contraire, juste par exemple, les parents du troisième degré, ça serait par exemple du coup les cousins. Donc là, on peut imaginer qu'il y a trois branches d'écart. Alors le but est d'obtenir des probabilités qu'un trait présent chez un parent, du coup parent toujours au sens large, donc un parent appartenant à ta famille, quoi, le soit aussi chez le sujet pour connaître la part génétique du test, enfin du trait, donc trait pathologique ou normal. Donc là, on a donné un exemple sur la schizophrénie. Donc par exemple, si la tante d'un sujet a déjà la schizophrénie, et ben il y a 4% de chances que le sujet ait aussi la schizophrénie. Enfin, trouble du spectre de la schizophrénie, quoi. Si c'est un parent du premier degré, ça monte à 8%, donc un frère, une sœur ou euh, le père, la mère. Si le jumeau dizygote du sujet a la schizophrénie, donc le second jumeau a 17% de l'avoir. Et si ce sont des jumeaux monozygotes, le second jumeau a 48% de chance d'avoir la schizophrénie aussi. Donc là, ça nous permet d'observer une part génétique. Donc il y a une part génétique qui est responsable euh, de l'apparition du trouble. Et donc il y a des démonstrations semblables qui ont été faites avec d'autres troubles, comme la dépression ou encore la bipolarité. Alors là, on a fait une petite parenthèse sur l'autisme. Donc dans le cas de l'autisme, si un jumeau monozygote possède le trouble, il y a 82% de probabilité que le second jumeau l'ait aussi. Donc on 48% pour la schizophrénie. Donc là, on voit bien que ce trouble a un très fort fondement génétique. Donc la part génétique responsable de l'autisme est encore plus flagrant, encore plus élevée que la schizophrénie, 48 versus 82%. Donc on peut remettre en question la culpabilité infligée à la mère par certains psychanalystes durant l'ancien temps. Après le problème c'est qu'encore aujourd'hui, certaines personnes croient encore en la responsabilité de la mère, euh, enfin, voient la mère comme responsable du trouble de l'enfant, donc l'enfant est autiste à cause de la mère. Certains psychanalystes croient encore ça, malgré un consensus scientifique qui dit que non, majoritairement, l'autisme, c'est à cause de la génétique, quoi. Donc deuxième méthode, c'est la méthode des adoptions. Alors très populaire autour des années 50-60, donc ça c'est à cause de la Seconde Guerre mondiale, il y a eu pas mal d'enfants qui ont dû finir un peu orphelins, séparés des parents, etc. On peut imaginer le contexte un petit peu bordélique de l'époque. Et du coup, cette méthode des adoptions apporte de nombreuses observations et comparaisons possibles. Donc par exemple, on peut comparer des sujets qui auraient que le milieu en commun, donc autrement dit des frères adoptifs. Par exemple, ils vivent au même lieu d'adoption mais n'ont aucune génétique en commun. Ou au contraire, que le génétique en commun. Donc ça peut être deux frères biologiques, mais qui ont grandi dans deux foyers ou qui ont été adoptés par deux familles différentes. Donc là, au contraire, là, il va y avoir que la génétique en commun, mais le milieu va être différent. Donc des comparaisons de traits entre l'enfant avec ses parents biologiques et adoptifs sont aussi possibles. Donc là, on fait comparaison enfant-parent biologique, enfant-parent adoptif, et on regarde en fait euh, lequel est le plus, enfin lequel se ressemble le plus. Donc quel parent ressemble le plus à l'enfant. Donc autrement dit, si c'est plus la part génétique ou environnementale encore une fois.
inné, acquis, oui, c'est toujours le même débat. Donc là, on a encore repris l'exemple de la schizophrénie. Un enfant a plus de probabilité, si c'est un parent de premier degré biologique qui possède le trouble, comparé aux parents adoptifs, d'avoir aussi la schizophrénie. Donc ça veut dire, encore une fois, que là, il y a un poids super de la génétique. Si c'est ton parent biologique qui a la schizophrénie, t'as plus de chances de l'avoir que si c'est ton parent juste adoptif. Donc là, du coup, je voulais faire un petit teaser, un peu comme la vidéo précédente, pour vous montrer les corrélations. Mais le problème, c'est que je voulais faire un peu une comparaison de corrélation. Donc, vous voyez, on pourrait avoir deux corrélations. La corrélation enfant-parent adoptif, par exemple sur n'importe quel trait de personnalité, et la corrélation parent, euh, enfin enfant-parent biologique. Donc, vous voyez, enfant-parent adoptif, enfant-parent biologique. Donc, ça nous aurait fait deux corrélations qu'on aurait pu, euh, entre guillemets, voir si la différence est significative entre les deux corrélations, quoi. Le seul problème, c'est que j'ai essayé et ça ne nous emmène pas sur une page internet en utilisant Pandoc. Ça admet que les données sont dans mes fichiers, mais bon, j'arrive même pas à les retrouver. En essayant de trouver, enfin en essayant de faire le cheminement pourtant. Bref, du coup, ça, je préfère du coup pas trop m'étaler si c'est pour finalement ça ne sert à rien. Bon, du coup, on va un peu couper cette parenthèse inutile et on va passer à la dernière méthode qui est celle de l'identification des gènes, qui consiste à trouver des cocktails de gènes responsables d'un trait en décodant le génome humain. On a l'impression qu'on est des machines, plutôt des sortes de trésors qu'il faut trouver le cadenas, quoi, enfin le code du cadenas. Donc grâce à cette méthode, on peut aussi connaître les parents d'un enfant. Donc là, vous savez, on peut savoir en fait, en observant la génétique de l'enfant, quels sont ses parents. Et en fait, ça c'est un petit peu le chiffre rigolo, entre guillemets, moi je trouve pas ça bien drôle, mais voilà. Dans 15% des cas, on découvre que le père de la famille n'est pas le père biologique. Donc, en gros, ce que ça veut dire, après la mère on est sûr, vu qu'on sait si c'est la mère ou pas qui a accouché de l'enfant. Mais pour le père, dans 15% des cas, en fait c'est pas le père biologique, le père de la famille. Donc en gros c'est un autre homme, donc ça fait 15% de son prix. Moi perso, ces genres de trucs, ça me plaît pas trop de voir ça, quoi. De se dire que dans 15% des cas, c'est pas ton vrai père, ah ouais, génial, ça fait plaisir. Du coup là, on a fini la partie sur les différentes méthodes pour connaître la part de génétique, en plus de la méthode des jumeaux. Et du coup, on va partir sur les théories de la personnalité, et là on va commencer par Freud. Voilà, le gars qui risque de strike ma chaîne si je fais pas gaffe à mon vocabulaire. Donc en fait, ce qui va se passer, c'est que je vais en parler un petit peu, mais après il y a une partie, notamment la partie où on détaille sur les différents stades. Donc le stade oral et les suivants. Là, ce que je vais faire du coup, c'est que je vais les mettre, je vous le dis tout de suite, je vais les mettre sur le Google Drive de la promo, quoi. Et je partagerai le lien de ma, enfin, enfin, je partagerai le lien Google Drive, quoi. Et du coup, parlons un peu de Freud, un tout petit peu. Freud est un des pionniers de la psychologie, même si celle-ci n'était pas très scientifique. Disons sa psychologie, sa vision de la psychologie. Au cours de son époque, il était le plus souvent admis que les traits provenaient de l'environnement, des traits par exemple de personnalité. Freud va donc suivre son temps. Aujourd'hui, on est à fond dans les modèles bien complexes de biopsychosocial. Donc vous savez, il y avait une époque, comme, comme il y avait comme je l'avais détaillé dans le précédent résumé, il y avait une époque, on se concentrait, on pensait que tout était inné, une époque où tout était acquis. Et puis là, on est plus dans une époque interaction entre les deux, là, biopsychosocial, partie biologique, partie environnement social et partie psychologique. Donc du coup, pour Freud, c'est uniquement l'environnement qui va créer les traits de personnalité. Enfin, être responsable. Alors du coup, on va le présenter très brièvement, tout simplement parce que j'avais déjà fait une vidéo, je me souviens, sur la psychanalyse juste avant le contrôle terminal sur les psychothérapies. Ah, donc, enfin, je la mettrai à disposition à la fin de la vidéo. Donc la vidéo sur la psychanalyse. Et du coup, pour Freud, la personnalité est un ensemble avec des composants en bataille entre eux. Toujours l'idée de conflit avec Freud. Donc là, un ensemble de composants qui sont en conflit, dominés par des instances inconscientes basées sur des pulsions
bip. Voilà, bip. On va pas dire le mot, mais vous voyez de quel type de pulsion je parle. Donc voilà, on a les inconscients qui dominent dans des batailles de composants, voilà. Alors du coup, il a construit deux topiques théoriques, une première en 1890 et une seconde en 1923. Donc la première, je rappelle, c'est du coup avec l'inconscient qui renferme tous nos désirs et nos pulsions de vie et de mort. Le préconscient, c'est ce qui sert de navette en fait. Donc navette, c'est tout simplement certaines informations de l'inconscient pouvoir remonter au conscient, certaines informations du conscient pouvoir au contraire descendre dans l'inconscient. Donc c'est grâce au préconscient qu'il peut y avoir cet échange. Et du coup, on a le conscient qui est l'ensemble d'informations qui nous est disponible. Donc, c'est tout ce qu'on sait sur nous, entre guillemets. Et donc l'inconscient nous déterminerait, enfin déterminerait notre personnalité. Ben, ça, c'est pas de bol parce que c'est ce qu'on ne contrôle pas. On ne contrôle pas notre inconscient, on n'est pas conscient de notre inconscient, c'est dans la définition. Et donc, en fait, on ne contrôlerait pas, on n'aurait aucun impact, on pourrait pas modifier notre personnalité, quoi. Alors du coup, là, maintenant, on va un petit peu s'étaler sur la seconde topique en 1923 avec le ça, le surmoi et le moi. Donc du coup, on a le ça qui contient toutes nos pulsions, nos désirs inconscients, qui cherche à imposer au moi. Donc le moi, c'est un peu l'esclave qui doit en fait accomplir les désirs et les pulsions du ça. Alors qu'il est sous la contrainte de règles intériorisées par le surmoi. Donc en fait, le moi, vraiment, il y a cette idée de, il est tiraillé entre le surmoi et le ça, quoi. Donc le ça est le premier à se développer chez l'enfant avec divers instincts. Il fonctionne avec la libido et sous le principe de désir qu'il veut immédiatement satisfaire. Donc souvent représenté avec le nourrisson, euh, qui... Enfin oui, c'est souvent représenté avec un nourrisson qui peut par exemple pleurer, peu importe l'heure, pour avoir tout de suite ce qu'il désire. Donc par exemple, bah, être nourri, quoi. Du coup, le ça ne possède pas de moralité et est égocentriste. Donc voilà, donc le but, c'est... enfin, le but du ça, c'est qu'il a des désirs, il a des pulsions et il veut les accomplir tout de suite. Et puis voilà, c'est tout ce qui compte, c'est la fin et pas les moyens, quoi, vous voyez. Du coup, on a le surmoi ensuite qui consiste à prendre en compte la réalité afin de s'adapter. Oui, en fait, le surmoi, c'est on s'adapte, c'est ça permet en fait de d'avoir des règles explicites ou implicites qui vont être détenues par le surmoi pour en fait un peu contraindre le ça, car on peut pas absolument en réalité faire tous les désirs et toutes les pulsions du ça. C'est pas possible si on veut être adapté et survivre en fait. Et donc en fait, il va y avoir certaines règles explicites ou implicites qui vont être données au moi, qui du coup, enfin, qui est un peu entre deux chaises, enfin, tiraillé entre les deux quoi, doit trier les plaisirs du ça acceptables et faisables. Donc autrement dit, il y a une liste de désirs un peu du ça qui impose au moi, et puis le moi, suivant les règles du surmoi, va un peu essayer de accomplir les plaisirs et les pulsions qui sont uniquement acceptables et faisables euh, dans l'environnement actuel. Alors si trop peu de désirs seraient atteints, le patient deviendrait anxieux. Du coup, on a le moi qui va alors essayer de limiter cet état en utilisant des mécanismes de défense. Alors là, ça m'intéressait les mécanismes de défense, mais malheureusement, la prof ne s'est pas du tout étalée là-dessus. Donc c'est bien dommage parce que vraiment, c'est un sujet qui plutôt m'intéresse. Du coup, j'ai hâte de voir du coup les exposés sur les mécanismes de défense. Bah, après, c'est sûr, hein, disons qu'il y avait des choses peut-être un peu plus intéressantes à nous montrer. Enfin, je dis ça entre guillemets parce que c'est pas vraiment ce que je pense. Donc quand on sait voilà, ce qu'elle nous a montré pendant le quatrième cours magistral, moi je pense qu'à la place, elle aurait pu mettre plus de temps à nous expliquer les mécanismes de défense. Ceux qui étaient là voient de quoi je parle. Alors, un surmoi trop présent dès lors qu'on octroie un peu de satisfaction au ça entraînerait de la culpabilité. Donc, autrement dit, si le surmoi a trop de règles et que dès que on accomplit un désir du ça, le surmoi dit ah non, c'était pas dans les règles, il fallait pas faire ça, bah, ça va entraîner de la culpabilité. Bien évidemment, c'est nocif en excès, hein, c'est comme tout ce qui est en excès est nocif. Mais voilà, faut pas ressentir trop de culpabilité, hein, si on veut éviter de finir l'accord de coup. Bon, du coup, là, je vous mets pas en détail, mais vous voyez les stades.
bah, les stats, en gros, ce que je vais faire, je vous l'ai dit, je vais mettre sur Google Drive de la promo, et puis voilà, pour éviter de me faire strike que ma chaîne se fasse strike par YouTube, quoi. Bah, du coup, c'est tout pour cette vidéo qui est, bah, bien courte. Et puis, bah, sur ce, je vous souhaite, bah, de bonnes vacances, vu que là, actuellement, c'est vacances, et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.